Les ateliers pratiques, alors enseigner à apprendre le français autrement, parce que voilà, c'est pour faire un petit pas de côté et puis essayer de changer un petit peu ses habitudes qui parfois sont bien ancrées pour essayer de tester des petites choses autrement. Alors effectivement, comme l'a souligné Patrick, ce projet qui a pu voir le jour grâce à un ensemble de partenaires qui se sont mobilisés au profit du soutien et de la diffusion de la langue française à Maurice. Donc le dispositif proposé s'appuie à la fois sur le contexte sanitaire actuel, c'est-à-dire à distance, mais selon une approche flexible et qui s'adapte à la fois aux besoins des enseignants. Alors, quelques chiffres depuis le début de ce projet. Donc, le projet, oh, pardon, c'est passé trop vite. Alors, le projet, le premier atelier s'est déroulé le 29 juillet. Donc, du 29 juillet jusqu'au 9 septembre, il y a eu 14 ateliers en ligne qui ont été proposés à raison de un atelier hebdomadaire qui varie, mais en général, c'est le jeudi, mais qui peut être le mardi ou le vendredi, de 16h30 à 18h. Nous avons abordé 8 thématiques et nous avons eu 272 participations. Et quelque chose d'important aussi, donc les personnes qui ne voient pas. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'enseigner en utilisant des objets concrets. Donc, les personnes ne voient pas, donc on doit surtout mettre l'emphase sur des autres sens, donc sens du toucher ou d'écoute. Et malheureusement, quand on fait des cours en ligne, donc on ne veut pas utiliser sens de toucher. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit qu'ils préfèrent être en classe parce qu'il y a des fois quand les profs expliquent en classe, donc les profs peuvent les aider à toucher des objets. Donc, peut-être si on est en train d'expliquer ce que c'est un rectangle, un rond, un carré, tout ça. Donc, l'élève peut toucher. Alors, quand on va expliquer online, donc. Puis, bon, faire ma conférence sur les élèves à besoins éducatifs particuliers pour la bonne et simple raison que quand on s'est retrouvé donc en confinement et en distanciel, avoir des élèves qu'on peut qualifier quelque part d'imperméables parce que soit ils sont réfractaires à un point de grammaire, soit à une leçon d'autographe, à une étude littéraire par exemple, ils vont se retrouver momentanément en difficulté, mais en pratiquant une pédagogie différenciée, on arrive à les aider. Mais c'est pas un souci, mais la question s'est posée quand notamment s'est retrouvé face à à des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et là, donc, je vais surtout aller vers les différents dys, donc dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie aussi également, mais bon, pour le prof de lettres, c'est beaucoup plus la dyslexie et la dysorthographie. Donc, ce sont des handicaps plutôt visibles. Et puis, il y a les élèves qui sont HP, vous avez des autistes Asperger. Et j'ai eu le cas d'un élève l'année dernière qui devait présenter le bac de français, qui était à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale, et qui était sourd. Donc, toute la question de comment le faire réussir en distanciel, donc, s'est posée. Bon, on a la chance au lycée des Mascareignes d'avoir un environnement numérique. On est plutôt bien lotis. On a nos ordinateurs, les élèves ont leur ordinateur. On a un très bon format de travail puisque nous travaillons à travers Teams, avec un emploi du temps qui est très régulé puisque nous avons notre emploi du temps présentiel, idem en distanciel. Et nous avons aussi la chance d'avoir la fameuse mission EBEP, donc créée par M. Dariel, voulue par M. Dariel, pour accompagner justement ces élèves 10 et autres, soit en étant présents tous les temps de parole ou en mettant ce qu'on appelle des fiches d'accompagnement personnalisées, des PAP, qui prodiguent des aménagements justement pour ces élèves parce que le but, c'est vraiment de pratiquer l'école inclusive et que ces élèves-là ne se sentent pas obligés de quitter notre établissement. Donc, vraiment, tout est fait pour eux. Rendez-vous, le moyen le plus accessible et le moins compliqué pour mes apprenants à déficience intellectuelle est une WhatsApp. 2 personnes m'ont proposé le Zoom, mais ce n'était pas aussi simple pour des enfants qui ont déjà des problèmes avec la lecture. Lire et comprendre cette option pour eux n'était pas l'idéal et pas maniable. Ce n'était pas non plus une chose facile d'introduire une leçon
sur le présent de l'indicatif, on appelle vidéo. Donc, il me fallait prendre chaque jour des photos de mes explications qui étaient plus visuelles et les envoyer à mes élèves. Dans la photo que vous allez voir, j'ai expliqué la formation du présent de l'indicatif des verbes en ER. J'écris une petite note au-dessus et je donne l'exemple d'un premier verbe où j'ai déjà en... Comme vous pouvez le voir, la majorité des étudiants apprécient la méthode traditionnelle. Le graphique 2, degré d'appréciation de l'utilisation de l'audiovisuel. Pour 6 modules obligatoires, 50 à 80% des étudiants apprécient l'utilisation des vidéos. Pour le graphique numéro 3, degré d'appréciation de la méthode expositive, 70% des apprenantes sont satisfaites. Graphique 4, degré d'appréciation de la méthode interrogative, la majorité, encore une fois, des apprenantes apprécient les séances de questions-réponses. Là, vous avez une vue d'ensemble de l'appréciation des méthodes avec une préférence nette pour la méthode traditionnelle, suivie de l'audiovisuel en vert. Les questions-réponses arrivent en dernière position. La méthode expositive arrive juste avant. Alors, nous avons ici les graphiques représentant les perceptions des étudiantes à propos de la transition vers le mode mixte et ensuite les outils utilisés pendant le confinement, donc Google Meet, le courriel électronique, Zoom et Google Classroom. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique 6, sans aucun doute, pour les étudiants, sans la pandémie, il n'y aurait pas eu de transition vers l'utilisation de l'outil numérique par la majorité de leurs enseignants. Que j'ai utilisé et que je trouve marche dans la pratique, c'est déjà garder le manuel scolaire parce que les étudiants ont leur livre, aller chercher quelque chose en ligne pour eux. Des fois, ça pose problème. On nous dit, ben, on n'a pas eu le temps de prendre la fiche ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai trouvé que partager son écran sur Zoom est parfait. C'est ce que je suis en train de faire avec vous d'ailleurs. Et il y a une chose, des fiches de mots ou des champs lexicaux spécifiques. Donc, travailler sur vraiment un champ lexical qui aide par semaine, en fait, ça va pousser l'enfant à faire un effet entonnoir. Donc, on va donner tant de mots et l'enfant va aller vers un champ lexical avec lequel il est bien plus à l'aise. Ensuite, on a des PowerPoint et des images qui sont envoyées sur WhatsApp. Donc, par rapport au thème qu'on a choisi, les enfants sont capables de regarder des PowerPoint quand ils le veulent, pas forcément à l'heure de la classe, mais quand ils sont ils sont libres, ils regardent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est pareil pour les vidéos de YouTube parce que les étudiants regardent beaucoup YouTube et ça a marché parce qu'ils sont en train de fouiner. À force d'envoyer des vidéos sur YouTube qui concernent la classe, ben, ils vont fouiner. Ils vont regarder à gauche, à droite. Ben, ils ont vu telle vidéo sur autre chose. Donc là, je vois que c'est pas simplement enseigner, faire un cours magistral, mais aussi à les aider à devenir des enseignants, mais tout simplement d'être des lecteurs et des écrivains indépendants.